Chers frères, chers sœurs, bienvenue ce matin pour une nouvelle thématique. Cette thématique dont j'ai intitulé « Le karma existe vraiment ». Ouais. Ce matin, nous allons nous attarder beaucoup plus sur la France de son Excellence M. Emmanuel Macron. Ouais. D'abord, écoutez ceci, et puis je vous reviens tout juste après. Voici une émission exclusive de la chaîne Ici Moscou, traduite pour vous en français. La France peut-elle vraiment se défendre seule face à la Russie? L'Europe est-elle autonome ou totalement dépendante des États-Unis? Restez avec nous, ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre vision de la sécurité et de l'économie européenne. En 1993, l'historien Georges Sokolov décrivait la Russie comme une puissance pauvre. 30 ans après, la Russie réformée par Vladimir Poutine tient tête militairement, économiquement, à une coalition composée d'une trentaine de pays parmi ceux d'Europe qui étaient considérés comme les plus riches. La prise de distance, voire l'hostilité de l'administration Trump vis-à-vis de l'Union européenne entraîne peu à peu une prise de conscience de cette faiblesse. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a rappelé une évidence dans le domaine militaire. Écoutons-le. Lorsque le président Trump fait du bon travail, je le félicite. Et cela ne me dérange pas qu'il publie certains messages. Je le répète, s'il y en a qui pensent que l'Union européenne ou l'Europe dans son ensemble peut se défendre sans les États-Unis, continuez de rêver. C'est impossible. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin les uns des autres. Il a été repris sur X par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui semble vouloir relever le défi. Non, cher Mark Rutte. Les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité, même les États-Unis en conviennent. C'est le pilier européen de l'OTAN. Son homologue américain, Marco Rubio, a fait savoir le lendemain poliment qu'indépendamment ni des garanties américaines, celles de la France ou du Royaume-Uni sont incapables de garantir quoi que ce soit. On parle beaucoup de garanties de sécurité et concernant l'Ukraine, le consensus est désormais atteint. Mais ces garanties de sécurité impliquent essentiellement le déploiement d'une poignée de troupes européennes, notamment françaises et britanniques, avec un filet de sécurité des États-Unis. Mais en réalité, la garantie de sécurité, c'est cet appui américain. Sans diminuer le fait que certains Européens soient prêts à déployer leurs troupes dans une Ukraine d'après-guerre, cela ne sert à rien sans le soutien américain. Et la raison pour laquelle un soutien américain aussi fort est nécessaire est que nos alliés et partenaires n'ont pas suffisamment investi dans leurs propres capacités de défense au cours des 20 ou 30 dernières années. Maintenant, nous espérons que cela va changer. Espérons que cela est en train de changer. Cela a déjà changé dans certains cas, dans certains pays. Toujours est-il que c'est un fait à ne pas ignorer. L'OTAN sera plus forte si nos alliés ont les capacités. Le président Emmanuel Macron semble lui aussi plus réaliste que son ministre des Affaires étrangères. Flanqué des premiers ministres danois et groenlandais, il a repris à son compte le narratif trumpien de la menace sino-russe au Groenland, omettant celle bien réelle du président américain. Face à la posture russe dans le Grand Nord, à la présence économique de la Chine, aux conséquences stratégiques de ce rapprochement, nous partageons la nécessité de renforcer notre posture de défense dans l'Arctique. Plusieurs États européens, dont la France, ont commencé à le faire dans le cadre des exercices conjoints dits Arctic Endurance, à la demande du Danemark. Et nous soutenons aussi un engagement accru de l'OTAN dans l'Arctique, à travers la création d'une activité de vigilance renforcée. Et nous sommes prêts à nous y joindre. L'Union européenne doit prendre toute sa part dans ces efforts, y compris en révisant sa stratégie arctique cette année. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Miloš Jovanović, qui est le président du nouveau DSS, donc parti d'opposition en Serbie et parfaitement francophone. Et donc c'est vers vous que je me tourne, Miloš Jovanović. Qui a raison, Mark Rutte, le ministre des Affaires étrangères français? Est-ce que les Européens sont capables de se défendre sans les États-Unis? Bonsoir, d'abord merci de l'invitation. Non, apparemment le ministre des Affaires étrangères français a rarement raison ces derniers temps, et vous en êtes la preuve vivante. Mais concernant la question de la défense européenne ou de l'Europe de la défense, comme les Français aimaient à l'appeler pendant des décennies, et d'ailleurs les Français étaient les porteurs de cette idée, qui est une idée noble, légitime et normale. Les Français eux-mêmes avaient finalement décidé d'abandonner cette idée lorsque Nicolas Sarkozy avait choisi de réintégrer le commandement intégré de l'OTAN. Et d'ailleurs, vous me permettez, ce sera pas très long, mais quand François Hollande était devenu président de la République française, il avait
auditionné, enfin commandité un rapport à Hubert Védrine, justement sur qu'est-ce que la France a gagné avec ce retour à l'OTAN et qu'est-ce qu'elle a perdu. Et en termes notamment de l'ordre de la défense. Alors c'était une conclusion incroyable de la part d'une personne, Hubert Védrine, qui est relativement respectable. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus. Dans ce rapport-là, Hubert Védrine disait bon, on n'a pas gagné grand-chose. L'identité européenne de l'OTAN ne s'est pas affirmée, n'a pas été réaffirmée. Mais en revanche, il disait maintenant il serait plus cher de sortir, encore une fois, du commandement intégré, il faut y rester. Et il faut comprendre, et là il reprenait les termes exacts, plutôt Marc Rutte reprend les termes exacts de ce qu'avait écrit à l'époque Hubert Védrine, l'Europe ne peut pas se défendre toute seule. Nous avons besoin des Américains, des États-Unis pour notre défense. Ce que moi j'avais trouvé très choquant à l'époque, surtout de la part de quelqu'un pour lequel j'avais un certain respect. Et il est évident que l'Union européenne n'a pas de défense propre suffisante pour faire de l'Union européenne un acteur majeur en termes de géostratégie ou géopolitique. Maintenant, et je termine avec ça, mais la discussion va s'ouvrir, je ne pense pas que ce soit une question de moyens. Avant tout, c'est une question de volonté politique qui a manqué pendant des décennies aux États membres de l'Union européenne. Colonel Hogarth, je me tourne vers vous, merci de nous rejoindre. Donc je vous pose également cette question, a-t-on les moyens de se défendre? Mais je vous pose également une autre, de se défendre contre qui? C'est la bonne question. Pour rebondir sur ce que vient de dire le président du nouveau DSS, mon ami Miloš Jovanović, je dirais qu'en fait, le problème de l'Union européenne, c'est aujourd'hui sa dépendance étroite vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Et pour ne citer que la France, quand vous voyez tout ce qui a été bradé au profit des États-Unis ces dernières années, et encore là actuellement au travers la société LBM Aerospace, la dépendance technique et technologique de nos industries de défense et aéronautique en Europe et en France, en Europe occidentale et en France en particulier, est colossale vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, les achats d'armement, quand vous savez que finalement 60% de l'armement européen est d'origine américaine, quand vous ne pouvez pas faire décoller un F-15 sans l'autorisation des États-Unis, vous comprenez très bien que cette fameuse défense européenne est un leurre. En réalité, la défense de l'Europe est aujourd'hui totalement aux mains de l'OTAN, qui, en tant que telle, est peut-être d'ailleurs menacée dans son existence propre à terme, j'en suis convaincu, mais en réalité qui est un outil dans la main des États-Unis d'Amérique et de son influence. Donc en fait, le problème est alors contre qui on a désigné un ennemi, à mon avis, imaginaire et inventé, qui est la Russie aujourd'hui. On s'en est fait un ennemi, plus exactement, à l'ouest, ce qui me paraît aberrant. Mais la réalité, c'est la survie de l'OTAN, et l'OTAN a besoin d'un ennemi. Et quand on voit les efforts pour assimiler l'Union européenne à l'OTAN, ou l'OTAN à l'Union européenne, les deux organismes étant d'ailleurs, à mon avis, autant en danger l'un que l'autre, on voit bien que finalement, nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre en Occident aujourd'hui. Nous n'avons pas les moyens, tout simplement, d'être indépendants et souverains. Alors moi, je suis souverainiste, je suis patriote. Je voudrais que la France redevienne une grande puissance libre et indépendante. Mais pour le moment, on en est loin, parce qu'il nous faut d'abord récupérer ce que l'on appelle vulgairement en français les bijoux de famille. Or, les bijoux de famille sont bradés, vendus à une puissance étrangère ou à des puissances étrangères qui sont en fait anglo-américaines. On a un certain nombre d'exemples de sociétés françaises sensibles dans le domaine de l'armement, dans le domaine aéronautique, dans le domaine de la santé, qui ont été abandonnées, vendues, bradées aux intérêts américains et britanniques ces dernières années. Laurent Nicolas, finalement, oui, alors là c'est plutôt financier que je m'adresse, c'est aussi une question d'argent, parce que quand pour continuer une guerre on est obligé d'espérer voler 200 milliards à l'adversaire qu'on est en train d'affronter, ça veut dire que les choses vont mal, non seulement du point de vue militaire, mais du point de vue économique également, non ? C'est là où je suis un peu en désaccord avec notre camarade Giassi, c'est quand même une question de moyens, puisque au final, on va devoir allouer une certaine partie de
budget national dans l'armée pour s'armer au minimum, quoi. Je veux dire, c'est assez basique. Et on a sous-investi, comme vous l'avez rappelé, depuis très très longtemps dans l'armée. Nous, en tant que Français, nous avons sous-investi et pourtant nous sommes en Europe ceux qui ont le plus investi. Je parle même pas des Allemands, etc. etc. Donc il y avait une sorte de course au désinvestissement militaire pour investir dans autre chose, comme par exemple la corruption. Et donc du coup, ça a forcément des conséquences. Il n'y a pas d'État s'il n'y a pas la capacité de défendre cet État militairement. Ouais, le régalien, c'est le militaire. De tirer les dividendes de la paix, en fait. Voilà, mais on peut pas... Il y avait aussi une question qui a été posée, qui m'a interpellé. Se défendre contre qui? Peu importe, on ne connaît pas le futur. On ne sait pas si demain il y aura un ennemi ou pas. Il faut investir de toute façon dans le régalien. Le régalien, c'est l'armée, c'est la police, c'est la justice, c'est des choses très basiques que nous n'avons, qui sont totalement sous-investies pour surinvestir dans d'autres billevesées, d'après moi, qui ne sont pas de l'ordre du régalien. Et donc du coup, on a des problèmes. Et aujourd'hui, on se dit, la France n'est pas capable de se défendre par elle-même. Et on est vexé par les propos de Marc Rubio. Il a raison, c'est tout. On n'est pas capable de se défendre par eux. Et c'est pas qu'on n'en est pas capable ontologiquement, c'est qu'on n'en est pas capable aujourd'hui. Alors maintenant, soit on change de trajectoire, soit on change pas de trajectoire, mais le constat, il est net. Les États-Unis, les Américains ont un PIB par habitant qui est 2 fois supérieur au français. Le français produit 2 fois moins que l'américain. Donc forcément, il est taxable jusqu'à un certain niveau. On va revenir sur la France. On va revenir sur la France et je vais revenir vers vous, Laurent Nicolas. Mais là, je voudrais me tourner vers Finn Andrin, qui, j'espère que je prononce bien, que je remercie de nous rejoindre. Votre avis là-dessus, sommes-nous en état de nous défendre et avons-nous réellement un ennemi contre lequel il faudrait se défendre ? Oui, bonjour. Donc je pense qu'effectivement c'est la bonne question à poser parce que tout dépend de quel est se défendre contre qui en réalité. Parce que il faut se rappeler qu'à la fin de la guerre froide, toutes les armées européennes ont diminué aussi bien leur budget que la quantité d'armes et d'hommes sous armes. Et cela était une logique tout à fait normale parce que on estimait et justement qu'il n'y avait plus réellement beaucoup de dangers. Et en réalité, les pressions pour augmenter la défense, par exemple, de la France, elle est venue surtout de l'étranger, de l'OTAN, de la volonté des États-Unis de faire participer la France et d'autres pays de l'OTAN à des opérations loin de nos frontières qui n'avaient peut-être rien à voir avec la vraie défense de la France. Je pense aussi beaucoup à la Libye, qui a été même initiée en grande partie par le gouvernement français de l'époque, et on peut se demander, est-ce que cela était réellement une question de la défense de la France? Au contraire, cela a nui énormément à la France, comme on le sait. Donc, si on revient à la base, on peut dire que, en réalité, la France aujourd'hui a à peu près la défense qui est nécessaire pour se défendre, parce que la réalité c'est que l'Europe de l'Ouest n'a pas d'ennemis aujourd'hui, avec ou sans le parapluie américain. L'Europe de l'Ouest n'a pas réellement d'ennemis. Il faut regarder par exemple, je lisais aujourd'hui le discours qu'a fait Poutine à la Bundestag à Berlin en 2001 et on voit tout à fait le même discours que les Russes ont tenu depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire une main tendue vers l'Occident, vers l'Europe occidentale pour dire nous voulons coopérer, nous voulons intégrer, le monde occidental, la guerre froide est finie, nous ne sommes pas un ennemi. Tous ces messages ont été véhiculés et donc si on a une impression aujourd'hui différente et si on croit qu'il faut augmenter dramatiquement nos budgets aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec une menace accrue sur la France ou sur l'Europe de l'Ouest. C'est uniquement dû au fait que les États-Unis ont un agenda impérialiste. Aujourd'hui, on veut faire du burden sharing, c'est-à-dire du partage de tâches. Et donc ça, c'est clairement écrit dans le dernier document stratégique des États-Unis, le NSS, qui explique très clairement
nous n'avons pas les moyens, les États-Unis, de, disons, être hégémoniques nous-mêmes partout dans le monde. Donc, il faut que les Européens prennent la part de responsabilité, mais c'est pour implémenter la stratégie américaine, pas pour implémenter la stratégie française. Et c'est pour ça que les Américains demandent un investissement de 5% du budget. 5%, c'est pas les Français qui ont décidé ça, cela vient de Washington. Finandren, je voudrais vous interrompre parce que je vois que Miloš Jovanović voulait réagir. En plus, Finandren parle de l'attaque sur la Libye, mais moi je pense à celle qui était menée par l'OTAN précisément Contre en la 99 contre la Serbie. Qui était une agression, qui était une violation brutale du droit international déjà à l'époque. Et c'est là en fait que le droit international a été délégitimé. Mais juste pour revenir, alors le désaccord, je pense qu'il est tout relatif en fait. Bien évidemment, c'est toujours une question de moyens. Et on le sait, en plus ça a été identifié des milliers de fois en ce qui concerne les capacités de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne, en matière de transport de troupes. Il y a certaines missions de l'Union européenne qui n'ont pas été possibles ou qui ont été rendues possibles uniquement après location des hélicoptères de la Fédération de Russie. Et aussi, ça a été identifié vraiment des gros, alors une faiblesse extraordinaire en termes de ravitaillement en vol par exemple. Tout ça, ça a été identifié. Il n'en reste pas moins que faire une Europe de la défense, et on l'oublie souvent, c'est quand même une question qui touche une armée européenne. Il y avait des idées comme ça depuis une dizaine d'années. C'est extrêmement difficile parce que ça touche directement la souveraineté des États. Alors, il est vrai que les États européens ont procédé à pas mal de transferts de souveraineté depuis surtout Maastricht, puis traité de Lisbonne. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, ça reste quand même un sujet sensible parce que plus que la monnaie unique, la défense touche directement au cœur de l'idée de la souveraineté d'un État. Et alors, c'est pas facile pour cette raison-là. C'est pas facile aussi pour la raison que les différents États européens ont des intérêts stratégiques divers. Moi, je me souviens de l'épopée française au Mali, quand la France voulait avoir un soutien européen. Finalement, la seule chose qu'elle a pu obtenir, c'est l'établissement d'une mission d'entraînement de l'armée malienne, si je me trompe, et je parle sous le colonel Regard peut me corriger si je me trompe, EUTM Mali, parce que pour tout vous dire, les Polonais, ils ont quelques moyens dérisoires. Voilà, ils n'ont aucun intérêt à intervenir au Mali. Les Tchèques, les Hongrois, ils n'ont pas. Et puis, rajouter à tout cela des cultures stratégiques différentes, donc c'est très difficile. Et je termine avec ça, et on peut revenir à l'agression contre le Kosovo. Et puis, il y a autre chose quand même dans l'Occident. Là, on est à Moscou, c'est un peu différent. En Serbie, c'est toujours, Dieu soit loué, différent. C'est plus proche d'ici que de là-bas. Mais il y a quand même une individualiste de consommation qui fait que les gens ne voient pas de sens, ou de moins en moins de sens pour sacrifier leur vie. L'idée même de sacrifier sa vie. Ok les amis, vous avez tous écouté cette vidéo. Elle n'est pas une simple vidéo. Elle doit nous interpeller, nous en tant qu'Africains, nous en tant que fils et filles d'Afrique. Cette vidéo doit nous interpeller énormément. Nous devrions comprendre que cette France-là, cette France qui se tient devant nous chaque fois dit qu'il a signé les accords militaires avec les pays africains afin de protéger les pays africains, afin de lutter contre le terrorisme en Afrique. Et également cette France-là qui supplie les États-Unis d'Amérique afin d'en bénéficier de sa protection. Nous devrions comprendre dans cette vidéo que l'Occident est divisé aujourd'hui. L'Occident qui regroupait les pays de l'Europe, plus les États-Unis et les pays d'Amérique également, est en train de se dissoudre. L'avenir de Donald Trump au pouvoir est une grâce pour les Africains. L'avenir de Donald Trump au pouvoir est une bénédiction pour nous, Africains. L'avenir de Donald Trump au pouvoir est une bénédiction pour tout le monde entier. Parce que sa venue au pouvoir nous a permis en fait de comprendre, d'accepter ce que nous refusions de comprendre hier. Oui, sa venue au pouvoir nous a permis aujourd'hui de dire oui, on a compris le message. Faisons très attention mes frères, soyons très vigilants mes frères, car le Donald Trump qui est venu au pouvoir aujourd'hui a réussi à libérer l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Nous disons merci également à Emmanuel Macron, le président français, car grâce à ses sorties fracassantes,
cela a permis encore à nous, Africains, de revoir notre propre position, de revoir nos différents accords qu'on avait avec le pays qu'on appelle la France. Car, quand c'était multiples sorties fracassantes, comme celui de son homologue américain, M. Donald Trump, toutes ces sorties fracassantes qu'ils ont eu à faire durant leur mandat jusqu'à aujourd'hui doivent nous interpeller, doivent nous faire réfléchir, doivent nous faire nous poser des questions telles que qui sont réellement nos alliés? Oui, nous devrions nous poser cette question, les amis. Nous devrions nous poser cette question. Je vous ai dit dans une vidéo précédente, la présence des terroristes en Afrique n'est pas quelque chose d'anodin. C'est tout un plan tracé. C'est toute une stratégie tracée par les Occidentaux. Je vous dis et je vous le répète, je peux peut-être me tromper, mais plusieurs très grands panafricanistes qui ont fait de très grandes études ne peuvent pas se tromper au même moment sur les mêmes points. Aujourd'hui, l'avenir de l'Afrique, c'est aujourd'hui et non demain. Le nouveau chemin que doit prendre l'Afrique, c'est aujourd'hui et non demain. Le train est en marche. Le président Ibrahim Traoré a déjà pris les commandes. À sa droite, le général Tchiani. À sa gauche, Assimi Goïta. Ils ont déjà pris les commandes. Le train est en train de partir. Que font les pays d'Afrique du Nord? Que font les pays d'Afrique du Sud? Que font les pays d'Afrique de l'Ouest? Que font les pays d'Afrique centrale? Que font les pays d'Afrique en général? Pour ne pas monter dans ce train. Nous voyons tous ensemble comment ils évoluent. Nous voyons tous ensemble comment ils grandissent. Nous voyons tous ensemble comment ils sont en train d'émerger. Malgré une multitude de tentatives de coup d'État dans les régions sahariennes. Nous n'avons plus cédé. Nous n'avons plus permettre à ces Occidentaux de nous marcher dessus. Aujourd'hui, la France qui s'est longtemps présentée chez nous comme étant le sauveur est en train de braser, vendre à fracas ces grandes entreprises aux Américains. Oui. Qui étaient des alliés hier, des alliés d'hier. Le fait que les États-Unis d'Amérique achètent les entreprises françaises est une preuve que ces pays ne s'entendent plus. D'ailleurs, Donald Trump l'a plusieurs fois mentionné dans ses sorties fracassantes que nous connaissons tous. Les discours de son Excellence Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, contre son homologue français Emmanuel Macron, est une preuve que l'Occident est divisé de l'intérieur. L'hypocrisie règne au sein du monde occidental. C'est l'occasion pour nous de se retirer, nous qui avions autrefois peur. Aujourd'hui, il est nécessaire pour nous de se retirer en signant des accords avec des grands pays tels que la Fédération de Russie, tels que la Chine, tels que la Corée du Nord, tels que l'Inde, tels que le Brésil, tels que les pays de l'Afrique, tels que les pays du Sud global. En ce moment dont le monde occidental, dont les Occidentaux sont en train de bagarrer entre eux en interne, c'est en ce moment que nous, en tant qu'Africains, nous devrions discrètement signer des accords et des accords avec les pays des BRICS. Car le BRICS est l'avenir de demain. Le BRICS est là pour justement nous sortir de là où nous sommes aujourd'hui. Le BRICS est là pour nous montrer le chemin. Le BRICS est là afin qu'on puisse se détacher de ce monde dans lequel nous avons vécu pendant plusieurs décennies. Le BRICS est là pour nous présenter quelque chose de nouveau, une nouvelle alternative. Le BRICS est là pour nous faciliter la tâche afin que nous, les pays du tiers-monde, comme l'ont nommé les Occidentaux, afin que nous puissions émerger. Le BRICS est là pour nous encourager à grandir davantage. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir quelqu'un qui te voit grandir davantage? Le problème de retour aujourd'hui en Afrique,
Je vous ai toujours dit, ce n'est pas toujours le problème des dirigeants. Avant d'aller faire un prêt au FMI, Fonds monétaire international, ils sont conditionnés. Les dirigeants sont conditionnés, les amis. Les dirigeants africains sont compromis. D'où vous allez voir autant de misère. Les dirigeants africains sont soumis. Ils ne peuvent facilement pas dire non. C'est pour ça que je vous dis que notre combat n'est pas un combat interne pour le moment. Notre combat d'abord, c'est de chasser les Occidentaux sur notre territoire. Si aujourd'hui nous décidons de chasser un X ou un Y président qui a déjà la connaissance, de la méthode occidentale, il sait comment il peut naviguer dans leur méthode de faire et s'en sortir. Je pense qu'il est nécessaire que nous les laissions d'abord. Nous n'avons pas à nous disputer, à nous bagarrer contre les leaders africains pour l'instant. Car en bagarrant pour les leaders africains, les Occidentaux vont tout manigancer afin de mettre au pouvoir quelqu'un qui servira davantage de leur intérêt. Sans expérience, il va recommencer le cycle. L'idéal aujourd'hui, c'est de soutenir ces dirigeants. C'est de dire à ces dirigeants que non, vous ne devriez pas accepter que le territoire de nos ancêtres, que la terre de nos ancêtres, notre terre, soit servie comme base arrière pour déstabiliser notre État africain. Notre problème, c'est la traîtrise. Nos dirigeants, en dehors d'être soumis, sont des traîtres. Nous devrions combattre cela. Nous devrions dire non. C'est pour ça que je dis la sentence des traîtres va être très salée. Oui, dirigeants, votre sentence va être très salée. Ne laissez pas que la nation, la terre de vos ancêtres, la terre de vos enfants, votre terre, soit servie pour détruire les enfants d'une autre nation. Ce n'est pas bon, ce n'est pas digne. Vous êtes des grands dirigeants, nous vous respectons. Toutes ces manigances, c'est la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne. Nous vous accusons, vous occidentaux, car vous êtes le malheur premier de l'Afrique. Oui, tout le système qui est mis en place aujourd'hui en Afrique est un système colonial. Ils font semblant de nous laisser faire, de nous laisser le choix, mais en réalité, c'est faux, les amis. Ils nous disent que nous sommes des pays libres et qu'il y a de la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie réellement? Nous n'avons pas besoin de la démocratie en Afrique, les amis. La démocratie, c'est pour ceux-là. La démocratie n'est pas pour nous. Nous avons besoin de présidents qui sont des vrais et des bons dictateurs avec des visions claires. Tu peux être un bon dictateur et avoir une vision claire de où tu mènes ton pays. Où est-ce que tu amènes ton pays? Lorsque tu as cette vision claire et que tu es dictateur, ton peuple te suivra partout où tu es. La démocratie dont les Occidentaux ont apporté en Afrique, c'était une façon de nous déstabiliser, c'est une façon davantage de nous détruire. Aujourd'hui, la démocratie n'est pas ce que nous voulons. C'est ce que eux, Occidentaux, appellent le pays des dictateurs. Observez la Fédération de Russie. Observez la Chine. Observez la Biélorussie. Observez les pays des puissances générales. La plupart de ces pays dont ils vous ont fait comprendre par leur manigance, par leurs mensonges, que ce sont des pays où règne la dictature. Observez ces pays. Et regardez, après avoir observé, regardez quel est le taux de chômage. Regardez quel est le taux de grève. Regardez quel est le niveau de développement. Regardez le bien-être de la population, du peuple de ces nations-là. Les amis, la dictature, pardon, excusez-moi, je suis enrhumé. Les amis, la dictature est ce qu'il nous faut en Afrique. Oui, il nous faut juste un président qui a une vision claire de où il nous amène. C'est tout. Si nous avons le président qui a une vision claire de où il nous amène, je vous assure, nous en Afrique, nous n'avons pas besoin de 3 ans. Nous n'avons pas besoin de 3 ans pour nous réunir, pour unir et avoir une fédération africaine, comme vous le voulez, le papa des papas, Muammar Kadhafi, que je porte ici en cœur.
nous n'avons pas besoin de 3 ans. Si l'Afrique aujourd'hui se développe, les amis, si l'Afrique est unie aujourd'hui, je vous assure, nous vivrons tellement bien, plus bien même que vous n'avez pas idée, car nous avons tout, absolument tout. Protégeons nos leaders afin qu'ils puissent prendre des décisions justes et des décisions bien pour nous et pour les générations à venir. Protégeons-les et surtout, encourageons ceux-là qui travaillent et que nous voyons de nos yeux. Encourageons toujours et toujours, tonton Ibrahim Traoré, tonton Assimi Goïta, tonton Tiani, tonton Abdourahmane Tiani, afin qu'ils puissent davantage, afin que ces appréciations soient davantage les armes, soient davantage de l'énergie, de la force que nous les donnons, afin qu'ils puissent travailler davantage et davantage. Car j'ai suivi plusieurs sorties de son excellence, tonton Ibrahim Traoré, qui appelle plusieurs et qui appelle davantage les nations africaines à s'unir. J'ai suivi tellement de ces sorties, tellement. Et à chaque fois que j'écoute une de ces sorties, je suis toujours et toujours 3 fois plus déterminé. Je suis 3 fois plus engagé dans ma lutte. Je suis 3 fois plus motivé. Je suis 3 fois plus inspiré des thématiques que je vais vous proposer. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et mes sœurs, unissons-nous, soyons un et indivisibles. Les coups bas que vous, diaspora africaine, vous vous donnez en Occident, les coups bas que vous vous donnez partout où vous vous trouvez en Occident, cela n'est pas nécessaire. Vous êtes tous les enfants du même père, la terre d'Afrique. Vous êtes tous les enfants d'un même père, Papa Afrique. Vous êtes tous les enfants d'une même mère, Maman Afrique. Pourquoi est-ce que vous voulez vous détruire lorsque vous êtes à l'extérieur? Pourquoi voulez-vous montrer une image négative de notre terre natale? Soyez plus dignes entre vous, soyez plus respectueux entre vous, soyez plus courtois entre vous. Arrêtons de trahir, arrêtons de détruire les autres pour grandir. Ce n'est pas en détruisant l'autre que tu vas grandir comme tu penses. Chacun d'entre nous a son étoile. Chaque État a son étoile. Chaque continent a son étoile. Chaque monde dont nous observons aujourd'hui, chaque monde a son étoile. C'est pour ça que vous verrez que le monde unipolaire, c'est-à-dire le monde occidental, est en train de sombrer. Et c'est pour ça que vous verrez que le monde multipolaire est en train de briller. Où est-ce que nous voulons être? Ici ou bien ici? Nous ne devons pas rester derrière. Soyons dans les rangs, soyons dans le train. Cette vidéo doit beaucoup nous interpeller. Cette vidéo doit beaucoup nous parler. Cette vidéo doit beaucoup nous faire réfléchir et nous mettre à la ligne. Car l'Occident, qui s'est longtemps, le tonton français, qui s'est longtemps présenté comme étant le Dieu, le maître, le sauveur d'Afrique, est aujourd'hui démasqué. Et ils feront tout et tout pour garder leur colonie africaine. Mais nous, Africains, nous allons dire non. Nous allons dire non, non et non. Nous allons dire non comment? En refusant que notre État, que notre pays soit servi comme base arrière pour déstabiliser notre État premièrement. Et pour cela, chaque Africain qui m'écoute en ce moment, chaque Africain doit refuser la présence des militaires occidentaux dans leur territoire, sur le sol africain. Chaque citoyen doit dire non à l'hégémonie, à l'impérialisme occidental en Afrique. Chaque pays, chaque citoyen doit lever la main et dire nous soutenons l'AES, nous marchons avec l'AES et nous refusons que vous, pays qui voulez servir de base arrière pour déstabiliser notre État, nous disons non à cela. Nous voulons voir une fédération des États africains à l'avenir. Et si nous continuons de trahir, nous ne ferons que répéter le cycle. N'oubliez pas, nous ne ferons que répéter le cycle. Thomas Sankara, qui est toujours dans le cœur de tout le monde aujourd'hui, a été trahi. Il a été tué. N'oubliez pas,
que Thomas Sankara a été tué par ces Occidentaux, parce qu'il voulait le bien de tout le monde. N'oubliez pas que Papa Muammar Kadhafi a été tué par ces Occidentaux, parce qu'il voulait l'union de l'Afrique. N'oubliez pas que Patrice Lumumba a été tué par ces Occidentaux, parce qu'il voulait également le bien de toute l'Afrique. N'oubliez pas que Félix Mounier a été assassiné parce qu'il voulait le bien de tous ces Occidentaux. N'oubliez pas que Hossein Afana a été assassiné parce qu'il voulait le bien de l'Afrique. N'oubliez pas que Papa Robin Ouniobé a été tué parce qu'il voulait le bien de toute l'Afrique. Les amis, ces leaders qui sont décédés parce qu'ils voulaient le bien commun de l'Afrique c'est leur mort. Ces leaders qui sont décédés parce qu'ils voulaient l'unification de l'Afrique. Cette motivation doit nous servir de carburant, doit nous servir de carburant afin de voler, afin de ne pas céder à l'élite occidentale. L'impérialisme est fini. Nous devrions dire non, non et non, car lorsque nos sœurs se prostituent à 15 ans, c'est pas leur fille. Lorsque nos frères sont dans la drogue à 15 ans, c'est pas leurs enfants. Lorsque nous sommes dans le chômage, ce ne sont pas le peuple. Ce qui les intéresse, ce sont les matières premières, les minéraux qu'on sort. Alors frère, sois africain, sois Afrique. Je suis Afrique. Mets-le en commentaire, critique-moi et surtout, mon frère, like, commente et partage, car seul ton partage, ton like et ton critique pourront me permettre d'évoluer, de devenir quelqu'un de plus grand, de devenir quelqu'un de meilleur. Je sais que tu vas me critiquer en commentaire. Sur ce, je te remercie, je te remercie, je te remercie. Ciao, ciao mon frère. Que le Dieu d'Afrique te protège et surtout qu'il te guide